Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you. Dear the moon, maybe how... Nesta publicidade americana, um medicamento anticolesterol, apercebemos de que um problema oculto pode estar a afetar-nos quando até pensamos estar de boa saúde. Há 60 anos que o colesterol está na base de divergências científicas acesas e de rendimentos industriais colossais. Que argumentos, que forças nos levam a acreditar que o colesterol é um colonizador prejudicial das nossas artérias? Como foi construído o dogma de um colesterol culpado, quando é uma substância indispensável à vida? The story we want to tell you today is really sort of a detective story, and it has a complicated plot. The killer is cardiovascular disease, heart failure as some of us call it. The victims or potential victims are you and me. And the detectives are a team of scientists operating at the University of Minnesota. The facts are simple. You know the chief killer of Americans is cardiovascular disease, disorders and degeneration of the heart and blood vessels. Of 10 men, we can expect 5 to get it. In the 1950s, there had been this rising tide of heart attacks, of heart disease. Middle-aged men were having heart attacks in their prime, and there was a real sense of panic in the country. I mean, these are men whose fathers had not had heart attacks. It was a new phenomenon for people. In 1955, President Eisenhower himself had a heart attack and was out of the Oval Office for 10 days. You can imagine the panic of the entire nation. The eyes of the nation and the world were focused on Fitzsimmons Army Hospital in Denver, where Major John Eisenhower and White House Press Secretary James Haggerty arrived during the first hours after word that President Dwight D. Eisenhower had suffered a heart attack. Boston specialist Dr. Paul Dudley White, arriving with Mr. Haggerty, described tissue injury to an anterior heart wall as a moderate attack. And there was a sense of crisis, urgency about finding out what caused heart disease. And there were a number of ideas about it. One was it might be vitamin deficiency, maybe it was auto exhaust. There were a number of ideas, but there was one idea proposed by Ansel Keys, who was a researcher at the University of Minnesota. He was a pathologist, and it was his idea that it was saturated fats that caused heart disease. Saturated fats would cause your total cholesterol to go up, which was the only thing they could measure in those days, and that would clog your arteries and give you a heart attack. It was called the diet heart hypothesis. Here are vital statistics. They show that this problem here in America is the worst in the world. Probably our mode of life and our diet are involved. But the trouble is, we just don't know enough about it. It strikes without warning, but we can't say... When President Eisenhower had a heart attack, Keys came to the fore because this doctor who was flown in to treat Eisenhower immediately put him on a low-fat diet and said it was his diet that had caused the heart attack, not the fact that he smoked like a chimney. No. The source of Keys' idea came from this idea. There's a disease where you get fatty deposits under your skin. They're called xanthomas. And you can see them. People get them on their eyelids, and they have cholesterol in them. And so the idea was that same cholesterol would be inside your arteries, and then they would block your arteries. And it came from this cholesterol. So cholesterol was the first kind of evil demon. Keys provides this hypothesis. People start testing it. Scientists start testing it, but simultaneously, the research community starts talking about it as if it's probably true. It just needs to be confirmed. What they like to say is, we're trying to cross the T's and dot the I's on the evidence. Ansel Keys, em 1958, lançou um estudo com uma extensão inédita em 7 países. Grécia, Jugoslávia, Itália, Holanda, Finlândia, Estados Unidos e Japão. No âmago das observações estava a ligação estatística entre a alimentação, nomeadamente as gorduras, o nível de colesterol e o risco cardiovascular das populações.
a step test for exercise in a village in central Serbia where the men had never ridden a bicycle, so we had to use a step test instead of a bicycle ergometer. This is a preparation of the diets that we collected. This is Margaret Keyes, who set up the cholesterol laboratories for these pilot studies. We examined about 12,000 men in 14 areas of 7 countries. And we had people calling in from Finland saying that there are more heart attacks there than anywhere in the world. And you had Japanese visitors who said, come see us. So that combination of circumstances. After that, after you choose the variation in the variables you're going to study, it's entirely where you get cooperation, where you have the chance of getting in the community. The conclusions of the 7-country study are that there are very large differences in the rate of heart attacks between these cultures, on the order of 5 to 10-fold, which we could already find in 5 years. We found differences the first time we examined. We were much more sure of it. When we followed them 5 years, we were much more sure 10 years. There were remarkable differences in the distribution of serum cholesterol, your topic of the day. I'm sorry I don't have the slide. The distribution of cholesterol in Japan will go like this, and in Finland goes like this, and there's a tiny little overlap. The highest cholesterols in Japan barely overlap the lowest cholesterols in Finland. It's one of the most elegant slides, and it tells you so much. Ansel Keys va faire une mauvaise science qui consiste à fabriquer des faits qui vont valider son hypothèse. Alors, il publie une courbe. Alors, vous voyez ici, vous avez un graphique. Là, ici, c'est le nombre de gens qui meurent. Et là, c'est la consommation de graisse dans les populations. Et alors, vous avez ici le Japon, l'Italie, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, les USA. Alors, quand vous regardez ça, vous vous dites, ah bah oui, en effet, plus on mange de gras, plus on fait d'infarctus, c'est facile, c'est prouvé. Oui, sauf qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est qu'il a sélectionné les données qui vraiment validaient son point de vue. Et en fait, quand vous regardez, vous avez d'autres pays. Ici, vous avez la France, qui a donc un taux d'infarctus qui est de niveau 1, je dirais. Ici, vous avez la Finlande, qui a un taux d'infarctus de niveau 7, alors qu'ils sont sur la même ligne de consommation de matière grasse. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas du tout avec l'hypothèse. Comment peut-on avoir un taux d'infarctus qui varie de 1 à 7, alors que vous avez la même consommation de matière grasse? Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui valide le lien direct entre la consommation de matière grasse et le taux d'infarctus. Il aurait fallu qu'il soit contesté, et il l'a été. Il a été contesté parce qu'il y a 2 statisticiens qui lui ont dit « Mais dites donc, c'est pas possible votre truc, vous avez juste sélectionné les données qui collent avec votre hypothèse, c'est pas de la bonne science », et donc ils ont publié une contestation des travaux d'Ansel Keys. Alors il l'a très mal pris, il a recueilli des fonds très importants, il s'est lancé dans une autre étude, cette fois-ci il a fait des dosages de cholestérol, et il publie l'étude des 7 pays, c'est-à-dire qu'il va cette fois-ci trouver une corrélation, un lien statistique entre d'une part le taux de cholestérol moyen des populations avec leur taux d'infarctus. Et de nouveau, il trace une droite avec des points qui semblent assez bien collés avec sa théorie. Le problème, c'est qu'il n'a toujours pas pris les 22 pays, il prend une sélection de pays qui vont bien avec sa théorie, et par exemple la France, elle dérange tout le monde, parce qu'on a un taux de cholestérol moyen qui est plutôt supérieur à la moyenne, et on s'obstine à être les champions du monde de non-infarctus. Et donc, par exemple, il n'apprend pas. Et donc, on est toujours dans cette manipulation des données, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de valider une hypothèse, on essaye de prouver que l'hypothèse est bonne en manipulant la réalité. Et ça, c'est très mal, et ça va embarquer l'Europe, les pays occidentaux, dans une guerre contre le cholestérol qui aura des implications énormes et qui n'est finalement pas fondée sur des choses solides. It's a normal human instinct to see what you want to see, right? And then kind of just not see all the arguments to the contrary. But of course, scientists are taught to fight that natural instinct, to rigorously test and distrust their own ideas. That is the training of a scientist. And what you see in this field is repeatedly that that's just simply not the case. I mean, Ansel Keys is the most incredible example of that, where he says, I'm right, and I'm waiting for the information to prove me wrong.
22 years ago, the nation's first major program aimed at finding how widespread heart disease is, how it develops, and what its causes are. More than 5,000 people were examined regularly, and the Framingham study, just renewed after producing remarkable results, is now testing a second generation. Les Américains ont fait quelque chose de très intelligent. Ils ont pris une petite commune qui s'appelle Framingham et ils ont décidé de suivre tous les habitants, parce que c'était une ville où les gens ne bougeaient pas beaucoup, de suivre tous les habitants pendant 30 ans et d'analyser tout ce qu'ils mangeaient, tout ce qu'ils faisaient pour chercher des liens entre l'alimentation finalement et la survenue d'événements cardiovasculaires, ce qui aurait permis d'avoir des hypothèses. L'étude de Framingham a complètement confirmé que le tabac était une cause, que l'hypertension était une cause, que la sédentarité était une cause. Par contre, ils ont été très déçus, les investigateurs, de constater qu'il n'y avait aucune relation entre le cholestérol et le risque de maladies cardiovasculaires. For each 1 milligram per deciliter per year drop in serum cholesterol values over the 14 years period of cholesterol measurement, there is an 11% increase in both the overall death rate and the cardiovascular death rate. Altså, de mennesker, hvis kolesterol var gået ned under de her 30 år, der var altså flere, der var døde af hjerteinfarkt, end blandt dem, hvis kolesterol havde holdt sig normalt eller var gået op. Bon, alors comment les investigateurs de Framingham vont se débrouiller avec ces résultats décevants concernant le cholestérol? Et on va avoir de la chance parce que juste à ce moment-là, on va introduire en biologie médicale une nouvelle technique qui permet de séparer différentes fractions des lipoprotéines, des transporteurs du cholestérol. Et on va identifier ce qu'on appelle des HDL et des LDL avec des densités différentes. Et ils sont chanceux parce qu'ils constatent que les HDL, qu'ils vont appeler bon cholestérol, eh bien, ils sont associés avec une diminution du risque cardiovasculaire. C'est pas très très significatif, mais ça l'est. Et du coup, l'autre fraction du cholestérol, les LDL, c'est une lipoprotéine, c'est pas seulement du cholestérol, va être appelé le mauvais cholestérol. We think the bad cholesterols are all in part of a system that go out and deposit this in the arteries of your heart and the brain, all these cholesterol deposits. We think the good one goes out and tries to take that away, tries to undo all that. So we feel that how you turn out in life is the outcome of that battle between the good and the bad. Le cholestérol est une molécule précieuse pour le corps. Donc, la plus grande partie de notre cholestérol est fabriquée par le foie. Selon les études, on trouve entre 70 et 80% du cholestérol qui est fabriqué par le foie. Et le reste est apporté par l'alimentation. On va partir du foie. Et ce foie, en fait, va produire le premier type de cholestérol qu'on appelle le cholestérol LDL. Alors, que veut dire, en fait, LDL? En fait, le LDL, c'est une lipoprotéine. C'est-à-dire c'est un assemblage avec des graisses et des protéines. Moi, j'appelle ça un petit sous-marin. Donc, souvent, je dessine un petit sous-marin comme ça, où, en fait, on a des molécules de cholestérol à l'extérieur et on a des molécules de cholestérol aussi à l'intérieur dans ce qu'on appelle la cargaison. Et à l'intérieur, on va trouver des vitamines, des graisses. Donc ces graisses sont sous forme de triglycérides. Et puis des vitamines. Les 3 vitamines, c'est les vitamines A, D, E, K, avec aussi du cholestérol. Ce petit sous-marin-là, il va aller vers les organes. Et en fait, il va aller s'arrimer à une cellule. Donc vous allez avoir un récepteur que la cellule en fait va émettre pour dire j'ai besoin qu'on me livre en triglycérides, en cholestérol et en vitamines liposolubles. Et puis parfois, la cellule va avoir trop de cholestérol, donc à ce moment-là, elle va faire la même chose. Elle va dire j'ai besoin qu'on me débarrasse de cet excès de cholestérol ou de choses qui sont un petit peu abîmées. Et donc on va avoir un autre type de lipoprotéine. Donc on va appeler cette fois le HDL. Et c'est le même type de sous-marin qui va venir s'arrimer à la cellule et ramener vers le foie, ici je vais écrire que c'est le foie, ramener vers le foie les choses dont la cellule n'a plus besoin, qui sont abîmées ou qui sont en excès. Et c'est pour ça qu'on attribue à ce HDL un rôle, entre guillemets, dit déboueur, puisqu'il va ramener des choses dont la cellule n'a plus besoin. Et c'est aussi pour ça que dans la tête des gens, le HDL il a ce rôle de nettoyeur, alors que le LDL il a plutôt un rôle d'encrasseur, parce qu'il va livrer des choses. Pour montrer à quel point cette histoire de bon cholestérol et de mauvais cholestérol est ridicule ou absurde, on pourrait aussi dire qu'ici ce serait l'hôpital, ici ce serait le lieu d'un accident, et dans ce cas-là l'ambulance
qui va vers l'accident, on va le dire qu'elle est mauvaise, alors que l'ambulance qui revient vers l'hôpital, on va dire qu'elle est bonne. Promise presents Tom and Jerry in Butter Trouble. Promise Buttery Light has 85% less saturated fat and no cholesterol. So it's a better choice than butter to help reduce the risk of heart disease. Are you still eating butter? Cette histoire de cholestérol, immédiatement, est entrée en relation avec des intérêts industriels notamment. D'une part, et surtout au début de l'industrie agroalimentaire, qui s'est mis à sélectionner et à promouvoir des aliments qui allaient dans le sens des recommandations d'Anselkis, qui justement disait il faut manger moins gras, il faut faire... Donc il y a eu une véritable convergence d'intérêts entre l'industrie agroalimentaire et ce qu'on appelait à ce moment-là déjà les prohibitionnistes du cholestérol, ceux qui voulaient absolument considérer le cholestérol comme l'ennemi public numéro 1. This little book, Your Heart Has 9 Lives, is by Jeremiah Stamler, MD, and it was sent out to thousands of doctors all over the country. And here it is. It says, this special edition is published by Pocket Books in association with the Corn Products Company as an advertisement for corn oil. And here it is in the back, an advertisement for Mazola margarine and Mazola corn oil as part of this book. The rest of the book is dedicated to talking about, science and heart attacks. Heart disease is the nation's number one killer. You make me feel so young. An estimated 60 million Americans have high serum cholesterol. You make me feel there are songs to be sung. Too much saturated fat may be bad for your height. And every time I see you grin, bad for your height. I am such a happy individual. For your heart. In 1948, Procter & Gamble, which is a company, is the maker of Crisco oil, a vegetable oil, they designated the American Heart Association as the beneficiary of a radio contest called the Walking Men Contest. And overnight, this is in the American Heart Association official history, overnight they received millions of dollars. And there's literally quotes about how that launched them into the national association that they are today. I mean, that they then spread offices all over, open chapters all over the country. And that was, money poured in. I mean, those are literally the words in its own official story. And then subsequently, the American Heart Association started to say that you should replace saturated fats with polyunsaturated fats, which are vegetable oils, which was, a tremendous endorsement to a product like Crisco oil. Há várias hipóteses em conflito com a teoria avassaladora do colesterol. Kilmer McCulley descobre casos de crianças muito jovens que morreram com infartos. Como eram portadores de uma malformação genética rara, não fixavam as vitaminas do complexo B, o que originava uma grande acumulação no organismo de uma substância chamada homocisteína. McCulley pensa na hipótese de as placas se desenvolverem quando há homocisteína em excesso. I began to do experiments with animals. And what we did was, first we injected homocysteine into rabbits. And then we looked at the arteries. And we found that within 2 or 3 weeks, we could see plaques in the arteries. Well, I can't tell you how exciting it was to see the plaques in the arteries. I mean, to have a theory and to try it out in animals and then to see it with your own eyes it's indescribable. When I published my first article in 1969 about this observation in children with homocystinuria, I was amazed that I received over 400 reprint requests. And I was very careful what I said. And what I said was I felt that the changes produced by homocysteine were the primary changes, and the deposition of cholesterol and fats in the lesions was likely to be secondary. And so this did not go well with the cholesterol people.
And I wasn't really prepared for what happened next. The first thing that happened, I was put down in the basement, down with the spiders and the cockroaches, in the basement of the Bullfinch building, which was built in 1811. So here I was in a windowless, inadequate laboratory, and my colleagues saw the handwriting on the wall and were leaving, and I was left with one technician and myself. And they said, well, you have to renew your grant or we can't support your salary. You have to leave. And I still remember getting a call from the director of public relations at Massachusetts General Hospital. He told me to just shut up and that he didn't want the name McCulley associated with the name Harvard or Massachusetts General Hospital at any time in the future. And I told my wife at the time that if there was something wrong with the theory, if this was nonsense, if there was nothing to this theory, nobody would care. The only reason that people cared was there was a threat to somebody or there was some important factors that I didn't understand that was causing this blackballing that happened to me. Our segment 3 this evening, the second in a series on heart attacks and what causes them. The Japanese have a low heart attack rate. Their diet contains little animal fat or cholesterol. Americans get many more heart attacks, and they eat much more cholesterol. Such comparisons first convinced many doctors that Americans should change their eating habits. Dr. George Mann, a veteran heart researcher, says diet has nothing to do with heart disease. Dr. Mann points to his own studies with the Maasai tribe of Tanzania. Dr. Mann thinks part of the reason is that the Maasai get a lot of exercise. The reason that there is no evidence on the exercise issue is because we've spent our money and our time and our people belaboring this ailing diet heart hypothesis. George Mann would go, you could go to Kenya and study the warrior class of the Maasai that lived primarily on milk and blood and meat from the cattle they herded, and this was an extraordinarily high saturated fat diet, and they didn't seem to get heart disease. They had high cholesterol. They didn't seem to get heart disease. He was bitter about his experiences. I mean, one of his stories, which doesn't surprise me because I've heard this same story from in some form or another, from other researchers, was that he was in NIH, and the NIH, where he had been a researcher, prestigious position, and a secretary called him out into the hall and said, Dr. Mann, if you continue your opposition to Ancel Keys, it's going to cost you your research grant. And shortly after, it did. Mes chers auditeurs, en ce moment, le peloton monte vers le col ayant ce maillot jaune, je ne le vois pas, il se perd dans le brouillard, ce n'est pas possible. Ah, le voilà. Mais que se passe-t-il? Il a l'air de payer aujourd'hui ses efforts d'hier. Oh, il n'en peut plus. Voilà qu'il s'arrête. Va-t-il abandonner? Un spectateur vient l'encourager, mais quoi, il veut le nourrir? Inutile, il n'a pas faim. Ah, du sucre. Bonne idée, ça. Investigadores aperceberam-se que a introdução do açúcar na alimentação de povos indígenas gerou problemas cardíacos que eram desconhecidos até então. Christian Kearns acaba de descobrir documentos confidenciais internos da indústria do açúcar que provam que esta indústria financiou investigações desde os anos 60 para desviar a atenção do açúcar e tornar o colesterol o único responsável das doenças cardíacas. John Yudkin was a British physiologist who became very concerned about the connections between sugar consumption and heart disease. And he really became a spokesperson that gained attention in the media, that gained the public's attention about the potential dangers of sugar and heart disease. So in 1964, the sugar industry became really concerned about the evidence that was emerging linking sugar to heart disease. So John Hickson, who was the Sugar Research Foundation's vice president of research, commented that there were flowing reports from laboratories such as Yudkin's linking sugar to heart disease, and that they needed to come up with a plan of action.
In 1965, a series of articles that was published in the Annals of Internal Medicine was written up in the New York Herald Tribune, which was a major competitor of the New York Times at the time. It got a full-page article in the Sunday edition. And the newspaper article was questioning whether it really was fat that was linked to heart disease or was it sugar that was linked to heart disease. And the article went on to say this link between sugar and heart disease had been theoretical up until this point, but this new evidence was really strengthening that link between sugar and heart disease. So as soon as that article came out, within a couple of days, the sugar executives committed funding for Project 226. That was a commissioned literature review, and the industry was interested in having researchers at Harvard to collect the evidence linking sugar to heart disease and to publish a review that would critique all of that evidence to make it less likely that policymakers would consider that evidence when they were looking at the links between sugar and disease. So here they're corresponding about the drafts of the paper, and Hickson at the sugar industry wrote to Hegstead saying he'd expected to see a draft by now and was wondering why it had been delayed, and is saying, I hope you will find it possible to let me have a copy of the draft of the manuscript at an early date so that he can complete his obligations. This is a letter from Hickson at the Sugar Research Foundation to Hegstead saying, thank you very much for the draft of the manuscript. Let me assure you this is quite what we had in mind, and we look forward to its appearance in print. It really focused on, does sugar cause heart disease? And they reviewed an enormous number of studies and picked apart every study one by one and pointed out some sort of flaw. The published article did not mention any funding from the Sugar Research Foundation. So here we have Harvard researchers, we have the highly prestigious New England Journal of Medicine. The sugar industry could not have found a more credible avenue to get their message out. Para provar definitivamente o papel do colesterol nas doenças cardiovasculares, quando uma grande parte de cientistas continua cética, o Instituto da Saúde americano lança em 1977 o LRC, Lipid Research Clinics, um ensaio clínico com a participação de 3.800 homens com colesterol muito alto. A um grupo de teste foi atribuída uma dieta pobre em colesterol e um medicamento, a colestiramina, que baixa o nível do mesmo no sangue. So it's very interesting because you have this very narrowly focused point of fact, which is middle-aged men able to keep a rigorous discipline of consuming a particularly noxious drug find a very slim reduction in cardiovascular disease. And what's actually published out of the study is a much, much broader conclusion that reducing cholesterol will do good things for the American population. And that not only for this group of people, but for anybody really over the age of 2. Oh, I'm worried. Why, honey? Those hunters haven't been around here in months. No, I'm worried about your cholesterol level. I don't want you to have a heart attack. But, honey, I'm a doc. Heredity is only part of it. You've also got to watch what you eat, like not stuffing yourself with foods high in saturated fats and cholesterol. Watch what you eat as if your life depended on it. It does. The National Cholesterol Education Program. On the one hand, there should be more screening of cholesterol happening in clinics to find pathologically high cholesterol. On the other hand, there should be a broader sensibility that the everyday American would know something about cholesterol. Les habitants des rives de la Méditerranée sont moins sujets aux infarctus que les autres, et tout cela provient de leur régime alimentaire, composé notamment d'huile d'olive et d'autres fibres. C'est ce qu'a découvert une équipe de médecins et chercheurs lyonnais. C'est l'étude du docteur de Lorgeril en 1999. Il a une approche très originale. Il s'est dit, et si c'était plus compliqué que ça ? Et plutôt que de faire des régimes qui font baisser le cholestérol, il a pris le problème complètement à l'envers. Il s'est dit, qu'est-ce que mangent les gens qui ne font pas d'infarctus ? Et il a identifié le régime méditerranéen, c'est-à-dire le pourtour de la Méditerranée, est vraiment un endroit où on fait très très peu d'infarctus.
les gens de moins de 75 ans font 8 fois moins d'infarctus dans le bassin méditerranéen que les Finlandais, 4 fois moins que les Écossais. C'est pas 40%, c'est 4 fois moins, 8 fois moins. Donc il se passe quelque chose. Et il a regardé, en fait, ça ne correspondait pas du tout au régime anti-cholestérol. C'était une autre forme de régime. Notamment, l'huile d'olive, qui normalement était interdite dans les régimes contre le cholestérol, était largement utilisée par ces pays. Le fromage de chèvre ou de brebis, qui est normalement interdit puisqu'il contient des graisses animales, était utilisé par ces populations. Et même un petit peu de charcuterie. Les Espagnols, les Italiens, le sud de la France, on ne peut pas dire qu'ils ne mangent pas de charcuterie. Ils s'obstinent avec les champions du monde du non-infarctus. Et donc il s'est dit, on va faire autrement. Plutôt que de faire des régimes calibrés pour faire baisser le cholestérol, on va dire aux gens, faites ce régime en effet avec de l'huile de tournesol, enfin les trucs habituels, et puis les autres, mangez méditerranéen. Et il a fait 2 groupes tirés au sort. Il a obtenu un résultat extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a eu 50% d'infarctus en moins dans le groupe régime méditerranéen par rapport au groupe régime traditionnel. On était dans de la prévention secondaire, c'est des gens qui avaient déjà fait un infarctus. Probablement, c'est cette association d'apport en huile d'olive, en huile de colza et aussi en antioxydants naturels apportés par les fruits, les légumes, le vin rouge aussi, qui probablement a protégé nos patients. Donc quand même, on a entre 50 et 70% de réduction du risque. Bien, là vous avez deux réactions, on va dire, dans la communauté médicale et scientifique. Il y a toute une portion des gens qui vont dire super, c'est formidable, on y pensait nous aussi, mais voilà, on a la démonstration, maintenant c'est bon. Et il va y avoir une multitude d'études mises en place dans différents pays qui vont toutes confirmer nos résultats. Et puis vous avez une portion des gens qui n'acceptent pas ces résultats, et notamment qui n'acceptent pas l'idée, quand on y repense maintenant, on se dit qu'il faut vraiment être bloqués mentalement pour raisonner comme ça, et qui nous disent c'est pas possible que ce soit vrai puisque le cholestérol est identique dans les 2 groupes. Comment, je me rappelle de collègues américains qui me disaient Michel, on te croit mais on n'arrive pas à croire tes résultats, comment peux-tu imaginer diminuer le risque sans diminuer le cholestérol? Bonjour, je m'appelle Paul, je suis délégué AstraZeneca et comme vous tous dans la salle, je présente Crestor. C'était le 5 mg et la libération de la prescription. Et nous, en 2006, notre réussite c'était 150 millions de comprimés avalés, soit 300 comprimés toutes les minutes. Plus de 890 000 patients traités par Crestor depuis le lancement. Regardez ça, c'est le chiffre qu'on aurait pu atteindre en octobre. Et à votre avis, on en est où? Là? Eh bien non, on en est là. Alors, bravo, je crois vraiment qu'on peut s'applaudir. Em 1980, investigador japonês descobre uma substância que faz baixar o nível de LDL, o chamado mau colesterol. É o nascimento de uma nova classe de medicamentos, as estatinas, que inibem a produção de colesterol pelo organismo. As estatinas tornam-se o medicamento mais prescrito dos anos 2000. São consumidas por 220 milhões de pessoas no mundo todo. L'arrivée des statines, c'était absolument extraordinaire. On était sidérés. Tout d'un coup, on avait une pilule qu'on pouvait donner aux gens qui avaient eu un infarctus. Et puis, ça diminuait la mortalité, le risque de récidive, etc. C'était fabuleux. Et ça, on a acheté ça d'emblée. L'étude WOSCOP a été faite chez des Écossais à haut risque, hypertendus, gros fumeurs, des gens qui avaient un très fort taux d'infarctus. Et on leur a fait prendre un médicament qui s'appelle la pravastatine, et tiré au sort en 2 groupes. Le premier prenait la pravastatine, l'autre prenait un placebo, et on a comparé les morts par cardiovasculaire. Et on a eu 30% de diminution de mortalité cardiovasculaire. C'est la première fois qu'on obtenait ça, où on a vraiment eu un effet net et significatif. Et dans le même temps, l'autre étude, qu'on appelle l'étude 4S, a été faite avec la simvastatine, qu'on appelait Zocor, sous son nom de marque, et qui a été donnée à des gens qui avaient déjà fait un infarctus. Et en 2 groupes, pareil, tiré au sort, la moitié de médicaments, l'autre moitié un placebo, 30% de récidive d'infarctus en moins dans le groupe qui prenait la simvastatine par rapport au groupe qui prenait le placebo. Donc, les cholestérosceptiques dont j'étais ont été terrassés par ça, si vous voulez. Il n'y avait rien à dire, quoi. C'était échec et mat. Moi, par exemple, en tant que médecin, je les prescrivais, y compris dans ma famille.
Je ne pouvais pas intellectuellement remettre en question des essais cliniques publiés dans des grandes revues internationales. Il me paraissait inconcevable que des investigateurs trichent ou bien se trompent au point de tromper toute la communauté médicale aux alentours. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. En principe, si c'est publié dans une grande revue, ça a été vérifié par des gens compétents et donc on est, c'était ma façon de voir les choses, obligé d'y croire. So with 85% of our clinical trials commercially funded, and now 97% of the most influential clinical trials commercially funded, what we find is that the odds are more than 5 times greater that commercially funded trials will conclude that the sponsor's drug is the treatment of choice compared to non-commercially funded trials of exactly the same drugs. So you see, those are pretty good odds. And we tend to think of scientific studies as being objective and not being subject to bias. But what we find when we look at the way the system is structured, the companies sponsor the trials to help to sell their drugs. The companies own the data, the same way that the Coca-Cola company owns the recipe for Coke. Donc à l'époque, malgré les doutes qu'on avait sur certaines études qui n'arrivaient pas à reproduire les résultats initiaux, sur le fait que le médicament était aussi efficace chez des gens qui n'avaient pas de cholestérol que ceux qui en avaient, il y avait quand même personne ou presque qui osait s'opposer ou en tout cas se poser des questions. On était face à un marché, les statines, qui se comptait en dizaines de milliards de dollars. Donc quelqu'un qui émettait un doute sur les statines dans un congrès médical, un cardiologue, il avait peu de chances d'être réinvité, si vous voulez. Donc c'était vraiment, il fallait être suicidaire pour aller critiquer les statines. Et puis il n'y avait pas beaucoup d'éléments scientifiques non plus, puisqu'on avait eu ces résultats quelques années avant qui marchaient. On était face à un fléau mondial. Et donc c'était des statines pour tout le monde. La jeune fille sous pilule dont le cholestérol augmente, la petite dame de 85 ans qui avait un petit peu de cholestérol. Enfin c'était vraiment l'open bar pour les statines partout, quoi. Et au grand bonheur des sociétés savantes qui avaient des partenariats, des médecins qui, du coup, pensaient faire leur devoir en prescrivant un médicament qui allait protéger leurs patients, et aux patients qui eux-mêmes étaient demandeurs parce qu'on leur avait appris à se préoccuper de leur cholestérol. Tout le monde disait, docteur, vous mettez bien le cholestérol dans mes analyses, parce que les gens voulaient connaître leur taux de cholestérol, et c'était pas facile à l'époque d'émettre un doute sur l'intérêt du médicament. Em 2004, rebenta escândalo com anti-inflamatório, o Vioxx, responsável por 30 mil mortes nos Estados Unidos. A Justiça divulga que o laboratório tinha conhecimento dos efeitos potencialmente mortais do seu medicamento e que conscientemente os escondeu. On est au milieu des années 2000 où tout d'un coup on se rend compte que l'industrie pharmaceutique et les investigateurs travaillant pour elle peuvent raconter des histoires. Et ça a été une terrible surprise. Oui, ils pouvaient exagérer les effets bénéfiques des médicaments et cacher les effets toxiques. Alors on avait déjà des doutes, mais à ce moment-là, on s'est dit, oulala, il faut retourner voir les études anciennes. Et puis le deuxième phénomène qui s'est passé, et qui est très très important, c'est que les autorités sanitaires ont imposé de nouvelles réglementations pour les essais cliniques. Ça a concerné donc toutes les études avec les statines qui sont publiées, conduites après ce scandale du Vioxx, donc à partir de 2005-2006, jusqu'à maintenant d'ailleurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec les essais qui avaient été conduits avant le scandale 2005-2006. Donc il y a eu un double mouvement. D'une part, on s'est rendu compte qu'on pouvait être trompé. Et d'autre part, à partir de ce moment-là, tous les essais cliniques avec les statines se sont avérés négatifs. C'est-à-dire qu'ils ne montraient plus aucun bénéfice. Nem as dúvidas sobre os primeiros estudos sobre as estatinas, nem a impossibilidade de reproduzir os resultados positivos conseguem travar a obsessão anti-colesterol e o dogma impõe-se. Quanto mais baixo for o nível, melhor. Quand je me suis installé, en 1985, comme cardiologue, le taux normal était autour de 3 grammes par litre. Et puis, depuis que je suis installé, ce taux a baissé tranquillement et il est maintenant en dessous de 2, ce qui naturellement fournit de plus en plus de gens qui sont à soi-disant cholestérol élevé. Et puis, on a introduit un deuxième élément qui était qu'il fallait en particulier traiter les gens qui sont à risque élevé. Now medical information comes along that says you may need to get that bad cholesterol even lower.
Now what do? Well, if your doctor says aim lower, ask about Crestor. Crestor, along with diet, can lower bad cholesterol by up to 52%. And in the cholesterol guidelines, the last major revision was in 2001. In the American cholesterol guidelines, 9 out of 14 of the experts who were on the panel that set the standards had financial ties to the drug companies. Now, this is very important because the 2001 guidelines almost tripled the number of Americans for whom statin therapy was recommended. The number went from 13 million to 36 million. And most of the 23 million people for whom statins became recommended based on those guidelines did not yet have heart disease. Now, it's an odd paradox, right? I'd like to take a moment to think about these terms we use when we talk about normal and pathological, right? If something's pathological, there's clearly a disease there. And this is easy when you're dealing with something like cholera or tuberculosis, or these characteristic lesions or complexes or germs that can be grown. It's harder when you're dealing with this continuum of some degree of fatty plaques being on pretty much every adult's inside of their blood vessels by the time they're over the age of 40. Alors, ce qui est très important de comprendre dans l'athérosclérose, c'est-à-dire les lésions qui se forment dans les artères, c'est que, en fait, ce sont des plaques. Et si on image une artère comme un tuyau, une plaque se développe de manière localisée dans le contexte d'une artère qui est normale. Et à un endroit déterminé, eh bien, une sténose se développe. En général, c'est asymétrique, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et donc, vous avez là une difficulté pour le sang de passer à travers un rétrécissement qui est une plaque d'athérosclérose. Alors maintenant, si on fait une coupe dans ce sens-là, comme ça, et ici, c'est la lumière de l'artère, là. Alors le sang arrive à passer là parce qu'il y a une forte pression, mais si c'est sténosé, c'est parce que cette plaque d'athérosclérose ici, elle est formée de tissus très durs, comme du bois. Chez certains patients, il y a des dépôts de calcium le long de la lumière de l'artère. On a un autre processus de calcification. Ce sont comme des épines qui peuvent entraîner une rupture et provoquer ce qu'on appelle un thrombus à l'intérieur de la plaque. Et il peut progresser, ce thrombus, et aboutir à une obstruction totale de la lumière de l'artère. Et ça, c'est l'infarctus. Et avec le temps, il y a certaines vieilles plaques d'athérosclérose qu'on voit surtout chez les gens à l'autopsie, évidemment, quand ils sont âgés. On a des cristaux de cholestérol ici. Et paradoxalement, alors que ces dépôts de cholestérol sont la conséquence d'une dégradation de la plaque d'athérosclérose, certains ont voulu en faire la cause. Il y a une chose aussi qu'on oublie souvent, c'est que le cholestérol, c'est pas du poison qui circule dans les artères. Le cholestérol, c'est une graisse fondamentale pour la fabrication de nos cellules. On ne peut pas vivre sans cholestérol. Sans cholestérol, on meurt. Donc, le but, c'est pas de faire baisser le cholestérol comme on ferait baisser de l'arsenic ou du cyanure dans le sang, si vous voulez. C'est un produit ou une famille de produits qui ont des rôles métaboliques très précieux. Et donc, quand on touche à ces équilibres, quand on déplace quelque chose pour essayer de protéger le cœur, on peut très bien altérer d'autres chaînes métaboliques fondamentales, que ce soit dans le domaine du cancer, des maladies auto-immunes, de plein de domaines. Et donc, il y a un risque majeur à chaque fois de déshabiller Pierre pour habiller Paul et de se retrouver à avoir baissé le taux de cholestérol, voire peut-être parfois améliorer les maladies cardiovasculaires et augmenter d'autres maladies. Il faut qu'on m'explique, après 2 millions d'années d'évolution de l'être humain, pourquoi est-ce qu'il y aurait un mauvais cholestérol et un bon cholestérol? Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut strictement rien dire. Les deux cholestérols, s'ils sont sécrétés par le foie depuis 2 millions d'années, c'est qu'on a besoin des deux. Maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qui fait que ça monte et que ça descend, ces différentes choses? Si je prends le HDL, ce qu'on appelle le bon cholestérol, ce qui le fait monter, c'est l'activité physique. Et c'est clair que l'activité physique pendant les dernières 10 000 années était très élevée chez tous les hommes, et ils avaient un HDL certainement plutôt élevé. Mais ce n'est pas le HDL élevé qui est protecteur, c'est l'activité physique qui fait qu'on tombe moins malade. Le LDL, c'est exactement la même chose, mais dans le sens contraire. C'est que simplement, on consomme moins de LDL quand on est sédentaire, par exemple, donc il s'élève un petit peu. Mais c'est de nouveau la sédentarité qui me tue.
Certain foods are high in saturated fat. This is the average amount of saturated fat a person consumes in a month. If you eat too much of this, then over time fatty deposits could build up in your arteries, and this increases your risk of heart disease. If saturated fat can clog this pipe, imagine what it's doing to yours. Maintenant, on a des techniques d'imagerie extrêmement sophistiquées qui permettent de mesurer la quantité de calcium qu'il y a dans les artères. On fait même des scores calciques et il y a des investigateurs qui disent que c'est un bien meilleur prédicteur de l'accident cardiovasculaire que le cholestérol. Alors je vous le donne en mille, quels sont les facteurs associés avec un score calcique élevé? Premièrement, le diabète. Deuxièmement, l'insuffisance rénale, ou la tendance à l'insuffisance rénale. Troisièmement, avoir un cholestérol bas, spontanément. Quatrièmement, prendre des statines. Alors là, vous avez sous les yeux, si je puis dire, un truc qui est épouvantable pour les défenseur des statines. Comment peut-on à la fois dire que les statines diminuent le risque cardiovasculaire, ce que je conteste, et en même temps accepter l'idée que les statines augmentent le score calcique qui est considéré par certains comme le meilleur prédicteur de risque cardiovasculaire. Ça là, c'est incompatible. Si usted ha sufrido o sufre de colesterol alto y su médico le recetó o le ha recetado Crestor, es muy probable que usted tenga varios efectos secundarios, como por ejemplo diabetes tipo 2. Si usted o un pariente ha consumido Crestor y ahora tiene diabetes, llame ya y pida una cita con el abogado Nick Pacheco. Ao fim de anos de prescrições em massa das estatinas, milhares de pacientes queixam-se de efeitos secundários graves, ao ponto de gabinetes de advogados divulgarem os seus serviços na televisão, disponibilizando-se para os defender. Bivirkningerne kommer så sent. De kommer ikke med det samme. Kroppen forsøger at modvirke det her med det lave kolesterol, prøver at producere ekstra kolesterol, og det kan tage op til måneder og halve år, inden bivirkningerne kommer. Og de fleste forstår ikke, så forstår de ikke, at det er statinerne, der fremkalder bivirkningerne. Alle de her symptomer, det er de samme, som angriber gamle mennesker. Så kommer der en mand til doktoren og siger, at ved du hvad, der er noget med mine muskler. De er så ømme, og jeg er blevet så svag. Ja, hvor gammel er du, siger så lægen. Ja, jeg er 78. Ja, men der ser du, det er jo noget, der sker alle mennesker. Når vi bliver gamle, vi får dårligt syn, vi får svage muskler, vi bliver glemsomme. Man glemmer, at det her kan skyldes medicinen. Les statines, les médicaments anticholestérol, en général, passent la barrière hématoménagée, c'est-à-dire rentrent dans le cerveau et vont perturber la synthèse du cholestérol dans le cerveau. Et ça, c'est un effet secondaire adverse terrible parce qu'il a été complètement négligé jusqu'à récemment. Et c'est vraiment sous la pression de certains médecins, de certains toxicologues que les autorités sanitaires ont admis que, effectivement, les statines entraînaient des troubles de la mémoire, entraînaient des troubles du sommeil, donc entraînaient une neurotoxicité. Alors c'est complètement sous-estimé aujourd'hui, et encore, malheureusement, alors que c'est un facteur toxique majeur. We published a case series of 171 people with cognitive adverse effects on statins, and some of these are quite compelling and troubling cases. There was one individual who was a retired professor in multiple different departments with a reported IQ of over 180, who had actually been identified by 2 academic institutions as having the rapidly progressive form of Alzheimer's disease. And he actually went to a 50-year school reunion with a sign around his neck saying, "My name is, I have Alzheimer's," so that people would understand why he would repeat the same sentence again and again and wouldn't recognize people he'd known closely for decades. He also couldn't read more than a page of text because he wouldn't remember what he'd read. And then his wife decided to stop his simvastatin, and he appeared to screen for an experimental drug trial for Alzheimer's at another university. And they reassessed him, and they said, not only you don't have Alzheimer's, you don't have dementia. And by his reckoning, it was about 2 years before he was all the way back to normal, but by then he was back to reading 3 newspapers a day, the New York Times, the Wall Street Journal, and Washington Post online. Les grands experts
en particulier un groupe anglais qui font des études sur le cholestérol, ces grands experts qui nous ont dit pendant très 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 longtemps, mais non, mais il n'y a pas d'effet secondaire, mais enfin... Alors maintenant, l'un d'entre eux a quand même admis que, oui, il y avait probablement une augmentation du taux de diabète. Et on est en train, tranquillement, d'avoir de plus en plus d'effets secondaires qui sont mis en évidence. Pourquoi? Un, parce qu'avant, on n'en tenait pas compte. Et deux, les gens en prennent maintenant depuis 10-15 ans et que ces effets sont là. Sur ce graphique, qui est extrait d'un article publié en 2004 dans le British Medical Journal, donc un journal tout à fait sérieux. On a les années ici, et puis on a l'incidence, ou disons le nombre d'hospitalisations pour infarctus au Royaume-Uni, en rouge. On voit que la courbe est plate concernant les infarctus. Par contre, il y a une explosion littéralement de la prescription de statines. Évidemment, si les statines étaient efficaces sur la prévention de l'infarctus, on aurait vu une diminution des infarctus, des hospitalisations pour infarctus. Autrement dit, la droite rouge aurait croisé la droite de prescription des statines. Vous voyez, c'est pas du tout ce que l'on voit. Good morning. You know, this is big news for people with high cholesterol who are on statins but have still not been able to lower their bad cholesterol enough. This new class of drugs, it works in an entirely different way. And the new studies show it can lower bad cholesterol in these people an additional 60%. That's huge. But the drug isn't for everyone. It needs to be given by injection every 2 to 4 weeks, and almost 30% of the people in the study had to drop out. Bigger studies are being done now to determine whether these drugs truly reduce the risk of heart attack and stroke, which is really what we're after, and whether they're safe. However, we've been talking to cardiologists all weekend. They're very excited about these drugs, and the FDA is expected to rule on an application for approval later this year. Il y a ceux qui veulent commercialiser des nouveaux médicaments qui font baisser le cholestérol, et c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont à la fois les moyens financiers pour imposer, pour faire durer cette théorie. Ils ont aussi les relations politiques, administratives, etc. Et puis vous avez un autre petit monde, qu'on pourrait qualifier d'alternatif, qui dit non. Là, la plaisanterie est finie. Maintenant, on a suffisamment de données scientifiques pour dire que c'est pas vrai. Et donc ça, ce petit monde est en train de gagner, en fait, parce que, vous savez, c'est la querelle des anciens et des modernes. Les modernes finissent toujours par gagner. Là, il suffit d'attendre le renouvellement des générations. Mais la bataille va être dure. Do you know your number? What number? Your cholesterol number. I do. I had them tested for Nightline. They're on my website. No. Don't have a clue. I'm a member of a family with familial hypercholesterolemia, so it's between 7 and 8. Je crois que je m'en fous. I don't know what it is now. My total cholesterol was 189. I wish it were a bit higher. Alors oui, je le connais, parce que mes patients me demandent. No, I actually do not know my cholesterol number. One of these days. I should, but I don't. No. Why should I? I don't think that they have any implications on my... Ich kenne meinen Cholesterinspiegel nicht, beziehungsweise ich habe ihn vergessen. Aus bestimmten Gründen sogar verdrängt.